soir. L'idée de ce soir, c'est d'inaugurer déjà ce format de live, de conférence, même si conférence c'est un bien grand mot. L'idée, c'est plutôt de vous partager des conseils théoriques et pratiques ce soir sur le sujet des 6 clés pour réussir sa prépa longue distance. Donc, l'idée, c'est de balayer le sujet, autant pour les débutants qui se lancent pour leur première saison sur longue distance que pour les gens qui veulent aller progresser après plusieurs années à avoir côtoyé ces distances-là, et de vous donner un peu, de vous couvrir le scope de tout ce qui est nécessaire pour réussir ses débuts sur longue distance et puis réussir ensuite à progresser et à performer. Et puis de vous préparer tant qu'il est encore temps. On est le 21 février, normalement il vous reste à minima, je dirais à minima 2 mois et demi avant vos premières compètes. Donc il y a encore plein de choses qu'on peut travailler. Et l'idée de ce soir, c'est de vous donner les clés principales justement pour pouvoir encore améliorer ce qui peut l'être. Allez, go, je pense que on est pas mal là. On va pouvoir démarrer. Max, est-ce que tu peux juste valider ton son, refaire un petit Ouais, coucou à bah tout le moi monde et écoute, moi c'est bon, je t'entends très très bien. ok, Ça fonctionne c'est pour moi, parti. sauf la webcam. Alors, on a une petite galère de webcam du côté des Alpes, mais ça va aller. On a bon espoir que ça revienne. Et sinon vous verrez la superbe photo de profil de Max pendant une demi-heure. Hop, c'est parti. On se présente en 2 petites minutes pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais j'imagine que si vous êtes ici, à minima, vous avez une première idée de ce qu'on fait chez OpenTree. Chez OpenTree, on est la première plateforme d'entraînement en ligne pour les triathlètes. La volonté d'OpenTree, c'est de vous accompagner, débutants et plus expérimentés, au quotidien, dans toutes vos problématiques de triathlète. C'est pour ça que on est né il y a un peu plus de 7 ans, avec cette mission-là, de vous aider soit à faire vos débuts, soit à progresser. 7 ans plus tard, on est bien plus nombreux qu'au début. C'est très chouette et on a bien plus de choses à vous proposer en termes de plateformes, de services et d'offres que ce qui était le cas au début. Donc on est très très heureux de vous retrouver aujourd'hui et c'est vous aussi qui faites cette plateforme-là. Donc on est très heureux de pouvoir inaugurer ce nouveau format de live. C'est très chouette et j'espère que vous nous ferez des retours là-dessus pour qu'on continue à les améliorer. Ce que je vous disais, c'est que notre mission depuis fin 2016, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs sportifs grâce à un programme d'entraînement personnalisé. Je sais qu'une grande partie d'entre vous qui êtes invités ce soir suivez un des programmes de coaching d'OpenTree, qu'il s'agisse de l'essentiel ou des programmes individualisés. Mais au-delà des programmes d'entraînement et du coaching un peu classique, nous, notre plus-value, elle est aussi dans les conseils qu'on peut vous apporter au quotidien, dans les 300 et quelques articles qu'on a pu rédiger depuis 6-7 ans sur le site, et à la communauté de chacun d'entre vous, qui commence pas mal à se matérialiser en ce moment grâce à l'espace de communauté qui est sorti en décembre, et grâce aux échanges qu'il peut y avoir aussi entre vous, parce que on, on préfère quand ça discute entre vous que lorsque c'est juste une transmission d'infos et de savoir de notre part. Aujourd'hui, dans l'équipe OpenTree, on est 8. On est 8, tous pratiquants de triathlon, tous passionnés. 4 parmi nous sont entraîneurs, tous diplômés de la FF3. Et on rejoint tous cette mission en fait de vouloir vous accompagner au quotidien, que vous fassiez votre premier triathlon XS sans avoir fait de sport sur les 3 dernières années, ou que vous soyez bien plus aguerri et que votre objectif soit de vous qualifier au championnat du monde Ironman ou 73. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner au quotidien, quel que soit l'objectif que vous avez. Et aujourd'hui, vous faites partie de ces plus de 2 millions de lecteurs qui nous ont suivis depuis fin 2016 et des 2200 et quelques athlètes qui ont progressé avec nous depuis 2020. Donc merci pour ça. Je le répète, hein, mais il y a une vraie valeur là-dedans, c'est qu'on est une communauté et que on n'est pas juste les apporteurs de savoir et de conseils, mais qu'il y a aussi vous au quotidien qui échangez entre vous. Et ça fait plaisir à voir et c'est une partie de la mission qui se réalise aussi grâce à vous. Ce soir, on sera deux, comme vous l'avez deviné, avec Max pour vous présenter ce sujet-là.
Max, je vais te laisser te présenter en 2 minutes. Moi, je dirais juste que tu es l'entraîneur principal d'OpenTree. Tu nous as rejoint en 2019 et tu es celui aujourd'hui qui chapeaute toute la partie coaching. Et je te laisse compléter en quelques mots ta présentation. C'est ça. Bah, du coup, Maxime Sibyl, j'ai 37 ans maintenant. Côté sportif, j'ai démarré le triathlon vraiment de zéro à l'âge de 19 ans et du coup mon parcours ça a été d'abord sur du longue distance, puis après sur le circuit en duathlon D3, D2, D1 et du côté de Noyon. Après du côté du Mans aussi en D1 en duathlon, puis du côté de Nantes et maintenant un petit peu plus en Isère et un petit peu plus sur du longue distance sur 73 Ironman. Et côté entraînement, je me suis occupé pendant 3-4 ans du club du triathlon club nantais, puis aussi au comité départemental 44 pour les jeunes sur la formation. Et voilà. Sinon côté coaching, bah c'est ça. Du coup depuis 10 ans maintenant, je suis entraîneur. J'ai passé mes diplômes à l'université en entraînement, en éducation motricité, et puis maintenant un petit peu plus spécialisé dans la natation parce que je suis maître nageur aujourd'hui et voilà, c'est un petit peu mon parcours. Très clair. Et pour la petite anecdote, on s'est rencontrés parce que tu étais mon coach au sein du Triathlon Club Nantais il y a quelques années déjà. Et puis moi, en deux petits mots, donc moi je suis le créateur d'opentree.fr. Alors moi je ne suis pas un spécialiste des sujets physiologiques et d'entraînement. Moi je suis là pour orchestrer tous on va dire tous les talents qu'on a au sein d'OpenTree, qu'il s'agisse des coachs ou des gens que vous voyez un peu moins dans l'ombre. Et c'est moi qui porte le projet, qui souvent sort les nouvelles fonctionnalités, mais derrière, c'est toute l'équipe qui m'aide à les implémenter. Pour ce soir, une rapide intro sur le sujet. Donc, vous l'avez compris, la clé de ce soir, c'est de vous aider à préparer votre saison de LD, qu'il s'agisse de la première ou qu'il s'agisse de la 10e, et de vous donner des clés supplémentaires pour, à la fin de cette presse, vous ayez à minima progressé sur un truc en plus, que vous reteniez un truc qui vous permette demain de le mettre en œuvre à l'entraînement et qui vous permette d'aller un tout petit peu plus loin dans votre prochaine compète. Je profite juste de l'intro pour vous dire que le chat fonctionne aussi pendant la presse. Moi, je vois les questions. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à vous poser vos questions en direct dans le chat. On les prendra et Max se fera un plaisir d'y répondre. Ok, bah ouais. Du coup, je vais vous faire une présentation un petit peu sur les différentes clés pour le triathlon longue distance et surtout ce qui va concerner la préparation. Donc, on abordera plutôt la partie préparation d'une compétition, vraiment les éléments à prendre en compte pour la compétition. Là, c'est vraiment plus axé sur la, la préparation en amont. Euh, du coup, pour moi, vraiment le triathlon longue distance, c'est une aventure XXL. Bon, on se rend compte que de plus en plus de pratiquants se lancent dans l'aventure du longue distance et tout ça parce que ça va représenter un engagement sportif, des valeurs de dépassement de soi et voilà, de recherche de ses limites, de progression. Ça va être aussi un engagement financier parce que bah, le triathlon c'est un sport qui est quand même assez cher et on a besoin de pas mal de matériel, de pas mal de choses sur les trois disciplines. On peut aussi prendre en compte cette partie-là en tant qu'aventure parce que ça va être un projet qui va être familial dans le sens où on va avoir aussi comment dire un temps d'entraînement qui va être conséquent. Ça va peut-être bouleverser un petit peu notre organisation du quotidien, nos sorties avec nos amis et notre vie et aussi bah, sur la partie professionnelle parce que bah, forcément je pense que quand on commence à s'entraîner 8 10 heures par semaine et bah ça peut avoir aussi un impact sur sa vie professionnelle et on peut être peut-être moins efficient au travail donc ça peut faire partie des choses à prendre en compte dans son choix de projet de longue distance.
Pour moi, du coup, il faut vraiment le prendre comme un projet, comme un objectif à préparer. Et pour cet objectif, comme pour tout objectif dans la vie, on va déterminer son potentiel de départ, les ressources qu'on a à disposition, essayer de baliser un petit peu notre chemin, les points de passage. Donc concrètement, se dire, bah, je veux faire un Ironman au mois de juin, on est au mois de on est au mois de novembre, et bah, je fais un petit peu le point sur mon état physique, de me dire, bah, au mois de janvier, je veux être à tel endroit sur telle discipline. Au mois de mars, faut que je sois sur telle étape. Au mois de mai, faut que je sois à peu près sur telle étape. Et ça nous permet d'avoir un cheminement et de se dire, bah, je vais réussir mon projet, faut que je passe par toutes ces étapes-là. Être clair sur ses besoins aussi. Donc, c'est déterminer toutes les choses dont je vais avoir besoin pour réussir mon projet. Donc, bah, je vais faire un triathlon longue distance. Bah, faut que j'ai un vélo qui soit en état de fonctionnement et qui me permette de rouler 90, 180 km facilement. Et avec tous ces éléments-là, on va chercher à établir un plan d'action pour être efficace jusqu'au jour J avec les moyens qu'on a à disposition. Donc, pour moi, quand on voit des gens franchir la ligne sur longue distance, bah, on va se faire une sorte de rétrospective et se dire, bah, concrètement, dans toute ma préparation, j'ai fait tous ces éléments-là, ça va mener à ce résultat-là. Et voilà, le fait de franchir la ligne sur une longue distance, c'est pas le fruit du hasard. Ouais, je crois que d'expérience, euh, ça l'est beaucoup moins que sur des distances beaucoup plus courtes, sur du S ou du Oui, M. La perf peut refléter vraiment le travail à assez court terme. On peut vraiment limiter la casse. Dès ouais, lors qu'on passe sur du L, on laisse beaucoup moins de chances à l'inattendu. Et oui, ça reflète nécessairement la prépa sérieuse ou pas des derniers mois, quoi. Ouais, ouais, mais il y a forcément quelque chose qui se passe. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte pour réussir que voilà, on est plus proche de faire une erreur qui va avoir plus ou moins de conséquences que que sur du court distance où ça va avoir un impact qui est moindre parce qu'il y a moins d'éléments à prendre en compte. Enfin, pour ma part, c'est assez différent même en termes de préparation, en termes de, ouais, en termes de perspective de course, d'entraînement, surtout, c'est presque pas le même sport. Ouais, c'est ça. C'est une réflexion qu'on entend souvent des gens qui terminent leur premier L. C'est Hmm. ok, je découvre un autre sport, quoi. On est très loin de ce qui peut se passer sur courte distance. Ouais. C'est une autre expérience. Du coup, la première clé, ça va être de définir son objectif. Et du coup, pour ça, donc comme je disais, donc c'est prendre son point de départ et avoir un objectif qui va être réaliste. Donc se dire, j'ai un objectif qui est assez grand pour me motiver à aller à l'entraînement et parce que je sais que ça va être quelque chose qui est difficile, qui m'attire, mais aussi raisonner dans la partie comment dire, dans la partie j'ai les capacités de réussir ça. En prendre un objectif qui va être beaucoup trop grand pour soi, bah quelque part on se met déjà dans une optique de rater parce qu'on va pas avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cet objectif-là. Donc peut-être plutôt se dire si je veux me lancer sur un Ironman, bah peut-être pas la première année parce que j'ai besoin de prendre de l'expérience sur un format peut-être un petit peu plus court, de comprendre comment ça fonctionne, de faire des erreurs aussi, et c'est comme ça que je vais comprendre et pouvoir m'engager sur un défi beaucoup plus important. Donc c'est pour moi déjà une des premières clés. Et ensuite, on va essayer de prévoir son objectif longtemps à l'avance pour respecter un principe de progressivité à l'entraînement. Donc, j'ai fait un petit graphe. Je ne sais pas si ça va être assez clair, mais en gros, plus je vais prendre mon objectif à l'avance et plus je vais me laisser le temps de progresser et de franchir mes étapes petit à petit et de me laisser le temps de progresser, de laisser le temps à mon corps d'assimiler cet entraînement, l'organisation de vie, d'avoir du temps d'acheter le matériel qui correspond et de prendre mon projet largement en avance.
Et plutôt que de se dire, je me retrouve dans la situation en bleu, par exemple, où je décide de m'inscrire pour l'Ironman de Nice qui est au mois de juin, bah, je vais me retrouver avec seulement 3 mois de préparation et une progressivité qui va être beaucoup moins importante parce que je vais devoir franchir les 2, 3 marches chaque mois que je n'ai pas franchi les mois précédents pour pouvoir atteindre le potentiel qu'il faut d'entraînement pour réussir un Ironman. Donc, par exemple, on va dire que si je m'entraîne 5 heures par semaine toute l'année et que je me décide à franchir le pas de m'inscrire sur un Ironman, bah déjà, dès novembre, décembre, je vais commencer à monter en charge, à arriver à 6, 7, puis 8 heures, puis 9 heures, puis 10 heures d'entraînement. Et si je me décide plutôt au mois d'avril et que je suis encore à 4, 5 heures d'entraînement jusqu'au mois d'avril, bah, ça veut dire qu'au mois de mai, je vais devoir monter à 7, 8 et que au mois de juin, je vais arriver sur des semaines à 10, 11, 12 et qu'au final, j'aurai gravi des grosses marches et que j'ai une réflexion plutôt court terme qui peut fonctionner sur l'instant ou qui peut aussi vous emmener dans le mur parce que la marche sera beaucoup trop haute pour vous. Si tu devais donner un ordre de grandeur, Max, combien de temps tu dirais qu'il faut euh, prévoir à l'avance son prochain, ou on va dire son premier L et son premier Ironman? Combien de temps dans chacun des deux cas tu prendrais de mois idéalement à l'avance pour déterminer ton objectif et avoir le temps justement de monter en charge et de faire les choses correctement, notamment sur l'entraînement, mais aussi sur tout ce que tu Ouais, évoques ouais. autour? Pour euh, pour moi en fait la capacité pour enfin le nombre d'heures d'entraînement qu'il faut pour pouvoir passer un M, on est entre 4 et 6 heures à peu près hebdomadaires. Pour pouvoir passer un 73, bah faut arriver à passer des semaines entre 6 et 8 heures. Et pour s'engager sur un Ironman, faut avoir fait quelques semaines à 10, 11, 12 heures dans l'année. Donc se dire bah je fais -1, -2 le mois précédent en termes d'heures, bah plus je m'y prends tôt pour aller sur un temps d'entraînement très élevé et mieux c'est. Donc voilà. Donc c'est Ok. plutôt par rapport à ça. Et après, ça dépend aussi du potentiel de base, parce qu'on va déjà avoir des gens qui s'entraînent 10 heures toute l'année. Bah, quelque part, ils sont en capacité de faire un Ironman n'importe quand dans la saison. Et ces personnes-là vont avoir besoin de moins de temps de réflexion et moins de temps de préparation pour arriver sur un volume à 11, 12 heures, parce qu'ils sont déjà à 10 heures hebdomadaires. Donc Ok. pour eux, ça représente pas un très gros décalage. Tout dépend du Ouais. niveau enfin, du niveau d'entraînement de base, pour moi. Très bien, très clair. Voilà. Et du coup, faire un petit peu comment dire, le bilan qu'on va avoir et d'avoir un peu toutes les bonnes armes pour pouvoir démarrer, donc d'avoir un temps d'entraînement disponible, donc se dire, bah, si j'ai que 5 heures d'entraînement par semaine de disponible dans mon organisation familiale, professionnelle, bah, pour moi, ça sert à rien de se dire, je vais m'engager sur un Ironman sur cette période-là, parce que je vais pas avoir le temps d'entraînement disponible et, euh, et je vais pas être en capacité de pouvoir réaliser ça. Après, ça dépend aussi, comme je disais, donc du passif en sport d'endurance euh, et aussi des disciplines fortes, disciplines faibles. Donc, par exemple, si on a des difficultés en vélo, bah forcément, va falloir s'y prendre un petit peu plus à l'avance pour pouvoir construire son capital d'endurance sur cette partie vélo qui va être centrale pour ce genre d'épreuve. Bah, d'avoir des conditions familiales et professionnelles qui nous permettent de pouvoir réaliser une bonne préparation et aussi de garder la motivation et d'avoir une certaine rigueur, une certaine organisation dans ses entraînements. Donc avoir un agenda, placer ses heures d'entraînement dessus et euh, et c'est cette organisation-là qui fait qu'on va pouvoir réussir sa préparation. Donc, ouais, l'objectif, la définition de l'objectif en début de saison, ou en tout cas quelques mois en amont de sa prépa et de sa course, c'est la première étape pour histoire de tracer un chemin clair et des jalons clairs jusqu'au jour J. Ok. C'est ça. On passe sur la deuxième clé. Du coup, ça va être maintenant qu'on a un peu tous nos éléments de base, ça va être de gérer, construire son calendrier. Donc, il y a une certaine logique à travers ça. Se dire,
je vais avoir 2 périodes de compétition maximum dans l'année pour laisser de la place à l'entraînement sur la partie hivernale et avoir également des phases de récupération. Voilà. Enfin, pour moi, courir toute l'année des compétitions, ben, on n'a jamais de phase de récupération et on n'a jamais de phase d'entraînement aussi pour pouvoir se préparer, pour pouvoir progresser sur certaines disciplines. Euh, Analyser objectivement ses forces, ses faiblesses et et aussi prendre en compte l'organisation logistique à travers le calendrier. Suivant les épreuves qu'on va faire, on peut avoir bah oui toute une organisation logistique. Donc parfois se dire bah je dois prendre l'avion ou la voiture, je dois être 3, 4 jours avant l'épreuve sur le site. Peut-être essayer de fractionner son voyage, etc. Donc il y a quand même une certaine organisation à avoir en amont et pour définir son calendrier. Et il y a aussi cette phase de se dire je vais chercher à avoir quelque chose de progressif et de logique. Donc je vais préparer du longue distance. Bah je vais pas faire que des courses sur des formats S ou M parce que c'est pas vraiment ce que je prépare. Donc si je prépare du 73, je peux mettre quelques courses en M dans ma préparation en amont. Si je prépare de l'Ironman, bah, peut-être caler 1 ou 2 longs avant pour pouvoir faire ses tests, pour pouvoir tester sa nutrition, son matériel, voir que l'entraînement se passe bien, que je suis sur des bonnes intensités. Voilà, se dire j'ai des compétitions, ça me sert de test grandeur nature et de prise d'expérience sur mon calendrier. Ok, on a deux questions là-dessus qui se rapprochent de ce sujet-là sur le calendrier. Et Christophe qui nous demande combien de temps est-ce qu'on recommande entre deux triathlons 73. Et il y a Mm. Rémi qui nous demande si deux Ironman à 1 mois d'intervalle, ça reste jouable. Donc, globalement, sur du longue distance, est-ce qu'il y a des minimums, des périodes minimum à respecter dans l'enchaînement de compétition? Dans le cas de Christophe, 2,73. Dans le cas de Rémi, deux Ironman en 1 mois. Bah, pour moi, ça dépend vraiment du potentiel de la personne, du niveau d'entraînement quelque part. Pour des personnes qui, qui vont s'entraîner 10 heures et pour qui l'objectif c'est un Ironman, bah, ces personnes-là vont peut-être réaliser leur course en 12, 13, 14 heures et vont avoir peut-être plus de difficultés à récupérer d'une course comme ça pour pouvoir se relancer sur une deuxième course 1 mois plus tard. Euh, donc, en général, ce qu'on conseille sur le laps de temps, 3 semaines après, ça peut fonctionner sur un rebond si on fait une bonne récupération derrière de 8-10 jours à peu près et qu'on commence à remettre en route sur 8-10 jours pour avoir une performance sur le deuxième et, euh, et c'est jouable. Sur 73, oui, la récupération est beaucoup plus aisée et c'est plus simple d'en faire plusieurs dans la saison. Ok, très clair. On passe à la troisième clé. Ouais, place à la préparation, maintenant qu'on a défini un petit peu son calendrier, à essayer de mettre des jalons sur plus clair sur toutes les périodes de préparation et sur tous les trous qui nous séparent de notre jour J jusqu'à nos compétitions. Donc, bah, s'entraîner et surtout en triathlon, parce qu'on va avoir 3 disciplines, c'est faire des choix. Et du coup, faire des choix, ça veut dire faire des choses et ne pas faire d'autres choses parce qu'on n'a pas le temps. Donc, faire des choix sur les disciplines. Euh, je prépare, euh, je prépare du longue distance. Bah, ça va représenter un effort de tant de temps en natation, tant de temps en vélo, tant de temps en course à pied. Et bah, je vais devoir faire un choix sur des disciplines parce que je vais pas pouvoir m'entraîner fort partout dans toutes les disciplines et en même temps. Sur la durée et sur l'intensité aussi, qu'est-ce que je vais privilégier comme entraînement intense et comme entraînement moins intense? Quelle durée d'effort je vais devoir mettre sur la partie natation, sur la partie vélo, sur la partie course à pied? Euh,
On peut aussi avoir une réflexion sur la proportion accordée à chaque discipline, et ça peut dépendre aussi vraiment des moments de la saison. Donc, se dire, bah, sur cette période-là hivernale, j'ai plus de difficultés en natation. Bah, je vais peut-être plutôt travailler ma natation sur cette période hivernale, et peut-être après travailler un petit peu plus sur le vélo, avoir un volume plus important sur le vélo en délaissant un petit peu la natation. Puis après, mettre un petit peu plus l'accent sur la course à pied et réduire un petit peu le vélo ou la natation, mais voilà, essayer d'avoir une proportion assez logique dans chaque discipline et essayer de s'entraîner partout au moins une fois dans la semaine. Euh, euh, Sur le longue distance aussi, on va faire des choix de matériel, donc en termes de combinaison, en termes de vélo, choisir un vélo de route si on a un parcours plutôt montagneux, ou choisir un vélo de contre-la-montre si on a un parcours peut-être plutôt plat, réfléchir aux tenues qu'on peut mettre, au casque, avoir des chaussures, etc. Donc faire des choix aussi sur l'alimentation, l'hydratation. Donc pas mal de choses qu'on doit tester en amont des compétitions, et un des facteurs sur lesquels on doit réussir à trouver la bonne recette, et aussi faire des choix sur sa façon de voir les choses. Donc c'est peut-être plus quelque chose de philosophique, mais se dire je prépare du longue distance, je vais peut-être avoir 4-5 événements dans l'année, euh, et je vais avoir des moments très bien dans mes préparations, et des moments d'euphorie, et puis des moments où ça va être un petit peu plus compliqué, et voilà, là on a de la chance d'être sur du longue distance et d'avoir du temps pour euh, pour faire des choses et pour se dire bah j'ai encore le temps de pouvoir réussir. Donc voilà, on peut se dire ouais, je suis blessé 2 mois et demi avant la compétition. Bah des fois en 8 semaines il peut se passer tellement de choses que au final ça finit quand même par passer, et voilà, C'est toujours y un, croire. c'est un, c'est un jeu de long terme. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. On va aborder la partie natation. Pour moi, vraiment, l'objectif, c'est de se dire, je dois sortir le plus frais possible de l'eau. Donc, l'idée, c'est d'avoir des entraînements de plus en plus longs, et d'avoir aussi du travail technique, et tout ça pour maintenir notre qualité de nage dans le temps. Donc, si j'ai pris l'habitude de nager 2, 3, 4 kilomètres, que je dois nager 2 kilomètres en compétition, bah, je vais avoir les capacités physiques et les capacités techniques pour me permettre de nager bah, mes 2 kilomètres de la même manière. Peut-être que si je m'entraîne que 1 kilomètre 5 par semaine, bah, je vais avoir du mal à maintenir ma qualité technique sur la fin de mes 2 kilomètres. Et ça peut me faire perdre pas mal d'énergie et impacter ma partie vélo et ma partie course à pied par la suite. En natation, les quelques éléments à prendre en compte. Donc, souvent en triathlon, on aura une nage avec combinaison. La principale différence aussi, c'est qu'avec la piscine, on va avoir des appuis et une cadence qui va être différente par rapport à notre nage en piscine, parce qu'on va avoir une combinaison, une position qui va être différente, peut-être plus de difficulté à tourner les bras du fait qu'on a le néoprène autour des épaules et que ça nous sert un petit peu plus. On va avoir aussi tous les facteurs d'orientation en milieu naturel à gérer, donc tout ce qui va être courant, vague, soleil parfois. Donc voilà. Puis aussi c'est la partie natation. Euh, En triathlon, c'est la seule discipline où on va avoir le droit de drafter sur du longue distance, donc d'être dans l'aspiration. Et bah, être dans l'aspiration natation, c'est 30 à 40% d'économie d'énergie. Donc sur cette discipline, c'est bien de le pratiquer pour avoir une économie d'énergie et savoir où se placer et pouvoir profiter du travail des autres. Ouais, ouais. Quand on se rend compte qu'on est sur les mêmes ordres de grandeur d'aspiration qu'à vélo, c'est tout simplement hallucinant qu'il n'y ait Mm. pas, qu'il y ait pas un vrai travail qui soit fait là-dessus pour apprendre à se placer dans les pieds ou sur le Ouais, côté ou dans un groupe. Là, il y a vraiment des choses à gagner. On le voit même chez des athlètes très expérimentés sur lesquels on peut encore aller
aller gratter soit des secondes, soit de Mm. l'énergie conservée, juste Ouais, en se plaçant un peu mieux et en faisant les efforts au moment. ouais, surtout ça. Sur du coup sur la partie vélo, l'idée c'est vraiment que c'est la discipline qui va nous prendre, on va aller sur laquelle on va passer le plus de temps en compétition. Donc pour moi c'est la discipline qu'on doit absolument pas négliger pour du triathlon longue distance et sur laquelle on doit s'entraîner toute l'année pour avoir un bon niveau et moi, je peux voir certains publics quand j'entraînais en club avec des gens qui ressortent leur vélo en mars-avril. En fait, le temps de retrouver des sensations, de retrouver de la puissance sur le vélo, de retrouver une bonne condition physique, c'est en 2-3 mois, c'est compliqué quoi. La première partie de saison, elle va être très compliquée sur le vélo. Et en plus, le vélo, c'est une des disciplines sur lesquelles on a le moins de traumatisme, donc c'est un peu plus facile de faire des heures d'entraînement sur la partie vélo et ça peut constituer notre socle de base d'entraînement. Ouais. En vélo, essayer de se préparer aussi spécifiquement au parcours que l'on prépare. Donc, par exemple, si on va préparer l'Ironman de Nice, ben, on va avoir beaucoup de beaucoup de descentes, de montées, et on va avoir une certaine partie technique pour arriver à gérer tous nos virages. Et il y a quand même potentiellement pas mal de temps à gagner gratuitement sur cette partie-là. Donc, bosser sa technique sur les virages et descentes, et aussi avoir une idée de l'effort qu'on va devoir produire sur ce genre de distance euh, pour se pour se dire que à l'entraînement je vais plutôt me préparer de cette manière-là. Donc si je vais avoir un parcours plutôt vallonné, je vais avoir une répartition sur la diapositive suivante euh, des entraînements qui va être différente avec des changements d'intensité. Donc, je vais avoir des puissances qui sont plus élevées sur la partie vélo en montée et des puissances qui vont être réduites en descente. Donc, ces changements d'intensité, c'est quelque chose auquel on doit s'habituer aussi. Si j'ai un parcours plutôt plat, je vais chercher à lisser au maximum mon effort. Donc, ça déjà, ça peut jouer aussi sur la partie entraînement. Euh, Et peut-être, Max, petit conseil pour les gens qui font du longue distance, qui sont là. On a la possibilité aujourd'hui de simuler des séances à partir de fichiers GPX, donc des fichiers de GPS qui ouais. prennent la trace de votre prochaine compète. Et vous pouvez assez facilement, et on vous mettra les liens, soit le transformer en séance Zwift, si c'est ce logiciel-là que vous utilisez, mais aussi en séance d'entraînement multiformat. Et c'est ce qu'on vous montrait juste derrière, c'est qu'en fait, à partir d'une trace GPX, il y a des outils qui vous permettent d'avoir l'entraînement simulé correspondant au dénivelé de votre parcours. Donc ça, c'est hyper intéressant de pouvoir se préparer à des efforts vraiment spécifiques avec ce genre d'outils. On peut même avoir la simulation de la pente, etc. Donc ouais, on a déjà quand même une bonne idée de ce qui va se passer, de ce qu'on va devoir produire pour réussir sur ce genre de parcours. Ouais. Donc là, j'ai mis un parcours qui est assez vallonné. Après, si on met un parcours plat, grosso modo, ça va être du bleu-vert sur quasiment toute la partie et très très lisse en termes d'effort. Donc voilà. Euh, du coup, la réflexion elle peut se poser aussi en vélo, savoir quel type de vélo je vais plutôt choisir, si choisir un contre-la-montre, un vélo aéro, un vélo plutôt léger, est-ce que je mets des prolongateurs ou pas. Euh, Travailler sa position aussi, donc quelque part sa partie vélo. Si on a un vélo de contre-la-montre, bon, on va avoir tout un travail d'optimisation sur son vélo et pour trouver sa position, essayer d'être le plus confortable possible, de produire le plus de puissance possible, d'être le plus aérodynamique possible. Donc, avoir un peu cette référence sur ce triptyque-là et réfléchir aussi au choix de matériel. Donc, choisir où je vais investir mon argent et l'argent que j'ai disponible le plus, comment dire, ce qui va nous rapporter le plus de temps, qui va être le plus efficace. Donc, on peut voir que sur la diapo suivante, c'était une étude qui avait été réalisée
en Allemagne, je crois, il y a 5-6 ans, sur le coût-bénéfice en termes de watts sur la partie vélo. Donc, en premier facteur d'optimisation, c'était vraiment l'étude posturale pour un coût de 200-250 euros sur son vélo. Et pour moi, c'est le facteur numéro un de la performance sur le vélo si on veut optimiser. C'est la première chose à avoir. La deuxième partie, c'est avoir une tenue qui a plutôt des manches longues parce qu'on va avoir une économie au niveau aérodynamique et qu'on va aussi avoir une protection thermique par rapport à la chaleur. Ça va nous éviter d'avoir des coups de soleil sur le bras ou dans le dos. Troisième, c'est le casque. Donc, pour une valeur de 200-250 euros, on peut avoir un casque aérodynamique et ça peut nous faire économiser entre 7 et 10 watts. Et après, les derniers facteurs d'optimisation, bah, ça va être le cadre de son vélo et les roues. Donc se dire que si je prépare un longue distance, bah, je vais acheter des roues en premier très très cher et que j'ai pas cherché à optimiser les 3-4 facteurs qui me coûtaient le moins cher, bah c'est une erreur. Donc peut-être plutôt se dire bah j'ai 800 euros à investir sur cette partie-là, bah je vais faire une étude posturale, je vais avoir une trifonction qui est optimisée et un casque, ça sera bien plus bénéfique que d'avoir une paire de roues. Ouais, ça c'est fou, hein. C'est des choses qui ressortent de plusieurs études et à chaque fois c'est bluffant de constater que un travail de position et des accessoires aussi peu chers entre guillemets Mm. qu'une trifonction et un casque permettent de Ouais. gagner autant de watts. C'est assez fou. Ouais, bah ouais, clairement. Bah après pour moi, tu vois le travail que j'ai fait en position, ça a été un gain de en 2-3 mois, j'ai gagné 20-25 watts rien que sur la position. Donc de passer de quelque chose qui est pas optimisé à quelque chose où on est optimisé sur la partie vélo et aussi sur la partie course à pied derrière, parce que Mhm. si j'ai un vélo qui me permet d'être moins fatigué et qui tire moins sur certaines parties musculaires, bah je vais être aussi beaucoup plus efficient sur la partie course à pied derrière. Donc il y a aussi cet ensemble-là à prendre en compte et surtout sur du longue distance parce qu'on passe quand même pas mal de temps sur le vélo. Ouais, On passe ouais, c'est à la partie course à pied. Donc pour moi, la partie course à pied, l'objectif c'est vraiment de maximiser son temps d'entraînement à l'allure de compétition, donc plutôt en zone 2, plutôt sur le milieu de zone 2, voire haute zone 2 pour ceux qui font du 73, et plutôt sur le bas de la zone 2 pour ceux qui font de la distance Ironman. Et ça, l'idée, c'est pour être le plus efficient possible à cette allure. Donc, en course à pied, il faut chercher à lisser au maximum son effort pour durer dans le temps. Euh, et voilà, quitte à se restreindre dans un premier temps sur les premières parties course à pied, et puis après être en capacité de bien finir. Euh, En course à pied, pour moi, c'est un peu le facteur, c'est un peu l'endroit où on voit qu'on a réussi sa course ou pas. Pour moi, c'est vraiment la partie course à pied qui reflète tout ce qu'on a fait avant et on sait que c'est sur cette partie-là, si on a bien géré ses efforts avant, son alimentation, son hydratation, ou si on a fait quelques bêtises, bah, c'est à cet endroit-là qu'on le paye. Donc voilà, il y a pas de secret. En général, quand on a une bonne préparation, on est quand même en capacité de passer au moins la natation et le vélo à un bon niveau. Et c'est en course à pied qu'on voit comment s'est déroulée la course. Et On a, il y a une petite question, Max, pardon, sur ce ouais, sujet-là, qu'on a eu tout à l'heure. Alors, pas dans le chat, mais dans la communauté. On nous demandait un athlète qui suit une préparation Alpha Ironman 73 avec un volume d'eau de 8 heures par semaine. Il s'inquiétait, ou en tout cas, il avait le petit stress sur le fait que il ne fasse pas beaucoup de longues séances de course à pied. ouais. Ça, comment est-ce que toi, tu as construit cette approche-là, ce plan-là? Quel temps tu laisses à la course à pied? On a compris que c'était maximiser le temps en Z2. Est-ce que cette crainte-là de ne pas passer assez de temps sur des grosses sorties, elle est réelle et comment tu as orchestré tout ça, toi? Ouais, moi pour la partie préparation, on va dire sur cette période de l'année, je réfléchis vraiment cumul global du temps d'entraînement sur la semaine et essayer de répartir
beaucoup de petites séances un petit peu toute la semaine, euh, plutôt que d'avoir une très grosse séance le lundi, de rien avoir le mardi, d'avoir à nouveau une très grosse séance le mercredi, de rien avoir le jeudi, d'avoir à nouveau une très grosse séance le vendredi. Et en fait, moi, je préfère plutôt avoir de la continuité et plein de petites stimulations avec une, deux grosses stimulations dans la semaine et puis après des phases d'accumulation de plein de disciplines et de temps d'entraînement plutôt que d'avoir des très grosses séances d'entraînement qui vont générer énormément de fatigue et pour lesquelles on va devoir récupérer de manière plus importante ou plus longue dans la semaine. Donc c'est vraiment un choix de préparation. Et après, dans un deuxième temps, plutôt à l'approche des compétitions, bah oui, là, évidemment, il y aura des sorties un petit peu plus longues, avec bah, évidemment des enchaînements aussi sur la partie vélo course à pied, euh, des des enchaînements plutôt spécifiques sur les allures, où il y aura aussi bah, des tests à avoir sur la partie alimentation, hydratation, pour voir si ça se passe bien bah, sur 1 heure et demie, sur 2 heures, sur 2 heures et demie, sur 3 heures, voir si j'ai pas de baisse d'énergie. Et ma logique, elle est plutôt construite de cette manière-là. Donc, au début, j'accumule plein de petites briques, et puis après, je vais avoir la capacité de mettre des briques un petit peu plus grosses sur les périodes à l'approche des compétitions. Ok, très clair. J'ai deux questions de Michael et de Johnny qui se Oui, rapprochent. Quand on parle de Z2, de travailler à Z2 un maximum de temps, la ouais. question qui revient, c'est est-ce que c'est Z2 allure ou Z2 fréquence cardiaque? Michael nous dit, moi j'ai tendance souvent sur ma Z2 allure à passer en Z3 cardio. Est-ce que ça peut être Ouais. les zones qui sont pas tout à fait correctement paramétrées et on devrait avoir globalement un effort qui est à chaque fois dans la même, enfin dans la zone 2 sur les deux indicateurs, ou si on ne devait en suivre qu'un, lequel on suivrait? Ok. Bah moi après, je pars du principe que le cardio est plus fiable que l'allure qui va bouger dans le temps avec le parcours et après il y a une certaine corrélation à avoir entre les deux et on peut avoir aussi un décalage en termes d'effort et d'allure donc c'est quelque chose qui est pas forcément identique pour tout le monde. En fait, les zones elles sont créées à partir de marqueurs physiologiques et ces marqueurs-là ils sont pas au même pourcentage pour chacun d'entre nous donc je peux avoir moi en fait sur le principe de fonctionnement des zones, le marqueur physiologique, c'est le seuil ventilatoire 1 qui va être situé en haut de la zone 2. Et en fait, ce seuil-là, il peut être à 55% pour 60% de la VMA pour certaines personnes. Et j'ai vu d'autres personnes donc, qui étaient aux alentours des 80-85% de VMA et qui étaient encore sur leur seuil ventilatoire 1. Donc, c'est plutôt quelque chose de relatif et sur la perception Oui, ouais, très bien. Très bien. Et puis, aussi. s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait plutôt le cardio. Et garder Ouais. en tête qu'il faut prendre un peu de recul aussi sur tout ça et qu'on va plutôt construire ça aussi au fur et à mesure de sa prépa et qu'on va de plus en plus aller trouver son allure spécifique, mais que En fait, voilà, tout c'est assez relatif selon les gens, quoi. le cardio, ça va vraiment être comment dire, le contour de notre moteur et ce contour-là est quelque chose de très très fiable dans le temps et il y a une limite et une zone à avoir et se dire bah je sais à 160 battements par minute bah je me situe sur ce type d'effort-là et essayer de rester le plus possible sous cette valeur-là. Ok, ouais, ouais. Parce qu'au-dessus, je vais faire tourner mon moteur légèrement sur régime et que je vais avoir de la fatigue sur la suite. Ok. Sur les enchaînements, Ouais, j'imagine que ouais, une grosse place aux enchaînements quand on fait du long. sur l'optique, oui, c'est vraiment construire en fait le triathlon, c'est vraiment l'enchaînement des trois disciplines et pas uniquement préparer une discipline l'une après l'autre parce que chacune des disciplines va avoir un impact sur les autres. Donc, on peut avoir des gens qui ont un très très bon niveau en course à pied,
Mais s'ils ont subi sur la partie natation et vélo, bah, leur niveau course à pied va être très très réduit et très impacté par les disciplines précédentes. Donc c'est pour moi quelque chose de très important sur la préparation et c'est quelque chose qui va arriver bah, dès début avril là sur bah, des enchaînements plutôt spécifiques sur de longues distances, ouais. Et voire même des multi-enchaînements sur cette partie-là, ouais. Donc répéter les efforts d'enchaînement de vélo, de course à pied, de vélo, de course à pied pour euh, pour s'habituer mécaniquement à ce changement d'effort et à ce que ça ait un impact le plus réduit possible. Donc plutôt les enchaînements. Donc on va avoir trois types d'enchaînements, donc des enchaînements indirects avec une discipline qui va être par exemple le samedi, une autre le dimanche. Bah on va avoir un impact de ma grosse séance de vélo le samedi sur ma capacité de courir le dimanche. On peut intégrer aussi des enchaînements euh, de manière progressive, plutôt différée. Donc jouer matin, je vais manger, je fais une petite sieste et puis je vais courir l'après-midi et avoir aussi une logique d'enchaînement immédiat. Donc par enchaînement, j'entends ces trois modes de fonctionnement et voilà, essayer de penser entraînement global et triathlon. Et voilà, se dire chaque chose que je vais avoir fait en amont va impacter l'entraînement que je suis en train de faire actuellement. Ouais, et puis pour ceux qui suivent nos préparations et nos coachings, l'idée c'est plutôt que en, en début de saison ou en off-saison, on est plutôt sur des enchaînements indirects que vous ne considérez peut-être pas ou ne voyez peut-être pas comme des enchaînements en tant que tels dans vos plannings, mais en fait cela joue aussi directement sur la condition dans laquelle vous allez aller courir. Clairement, en ayant fait 3 à 5 heures de vélo la veille, oui, ça a un impact. Il est plus léger que sur un enchaînement immédiat, mais les enchaînements immédiats viendront plus en phase spécifique quand on se rapproche de la compète. Ouais. Clé numéro 4, du coup, c'est faire des choix aussi sur l'intensité et sur l'année. Donc, nous, ce qu'on a choisi, c'est d'avoir un fonctionnement par zone d'entraînement et essayer de définir et d'hierarchiser des zones d'entraînement et de les structurer. Donc, l'optique, c'est d'essayer de créer une planification qui est un peu tournante pour pas solliciter les mêmes efforts au même moment dans chaque discipline, parce que imaginons que je travaille que des intensités en zone 5 dans les trois disciplines, bah, je vais générer énormément de fatigue et je vais avoir un risque de blessure qui est accru. Et en fait, faut arriver à essayer de mélanger un petit peu toutes les intensités parce que chaque intensité va permettre de progresser de manière globale et avoir une réflexion globale par rapport à ça. Euh, pour moi, l'organisation hors saison, ça va être un choix par discipline. Donc se dire, bah sur la partie natation, bah je vais plutôt travailler mes qualités d'appui, par exemple, mes qualités techniques. Sur la partie vélo, je vais plutôt avoir un travail, enfin un exercice physique ou des exercices sur de la force qui vont être plutôt sur la zone 6, la zone 7, par exemple. Euh, on peut aussi faire un choix de se dire, bah, je vais, par rapport à mon profil physiologique, par rapport à mes seuils et mes ratios, donc me dire, je vais plutôt travailler l'endurance parce que je prépare du longue distance et c'est un petit peu ce qui me fait défaut. Ou alors, j'ai du mal j'assimile très bien l'effort, je suis très très bien à cette intensité-là, mais j'ai du mal à aller plus vite. Et bah du coup, les intensités à cibler, ça va peut-être être des intensités un petit peu plus hautes et essayer de trouver le point où on a le plus à progresser dans chacune des disciplines par rapport à soi. Et aussi sur cette période hors saison, bah, avoir un apport de connaissances. Donc ça peut être théorique, ça peut être mécanique, par exemple sur la partie vélo. Euh, essayer différentes nutritions. Travailler aussi sa partie mentale hors saison. Donc mettre en place, je sais pas, des entraînements difficiles, revivre un peu les expériences qu'on peut vivre sur du longue distance. Ça peut être travailler sur la visualisation de ces événements, de ces cours, sur sa concentration, sur pas mal de choses. Donc, pour moi, partie hors saison, c'est vraiment chercher à améliorer ses points faibles pour avoir un profil qui est le plus complet possible et gommer
les points qu'on a travaillés. Et sur la deuxième partie, à l'approche des compétitions, on va chercher plutôt à mettre l'accent sur ses forces. Donc, les endroits où on est le plus fort pour essayer d'optimiser vraiment cette partie-là et répéter les intensités qu'on va devoir mettre à l'entraînement. Donc, se dire, bah, je vais réaliser des enchaînements à l'heure de compétition. Mes tests de matériel, je vais les faire dans des conditions qui s'approchent. Donc, par exemple, je sais que je vais avoir une chaleur élevée. Bah, j'ai peut-être plutôt intérêt à tester mon matériel parce que ça se trouve, cette trifonction-là, elle me permet pas d'évacuer la chaleur ou comment dire, ou d'avoir le vent qui vient me rafraîchir, ou alors elle est pas optimisée, elle est un petit peu trop grande, ou elle est un petit peu lâche. Bah, ça peut être ce genre de choses. Et faire aussi des tests de nutrition, se dire, bah là, quand je fais un apport toutes les 20-30 minutes ou je bois toutes les 10 minutes telle quantité de telle boisson, bah je constate que mon effort est régulier, que ma fréquence cardiaque reste assez stable. Je peux avoir d'autres produits, d'autres marques qui, au bout une heure et demie, je me rends compte qu'au niveau digestif, ça tourne pas du tout, ou alors que j'ai perdu je sais pas, 20, 30, 40 watts, 20, 30, 40% de ma puissance sur la partie vélo. Il y a quand même quelque chose de louche par rapport aux apports. Donc, faire des tests et c'est le meilleur moyen de se dire qu'on peut réussir sur cette période-là. Et toute la partie maintenant à aborder sur tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement, toute la partie invisible mais qui est pourtant clé dans la Ouais, perf. On a appelé ça manger, buvez, dormez, mais c'est presque aussi basique que ça. En tout cas, c'est des données ouais, qu'il faut pas absolument pas négliger et qui sont souvent la partie immergée de l'iceberg. mm. Ouais. Du coup, sur cette partie-là, ouais, c'est vraiment tout ce qu'on va faire en dehors et qui va venir impacter notre entraînement, nos compétitions. Et là-dessus, on n'est pas tous égaux. Donc, essayer d'avoir un plan nutritionnel au quotidien, avoir juste des bonnes habitudes à l'entraînement. Donc, se dire, bah, je vais devoir boire un bidon de boisson isotonique par heure, par exemple, lors de mon entraînement, pour avoir les apports suffisants en glucides lors de ma séance. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien. Donc, tester, analyser, adapter. Donc, il y a des choses qui nous conviennent, des choses qui nous conviennent pas du tout. Et, euh, et voilà. Et là-dessus, c'est vraiment bah, essayer. Donc voilà. Donc il y en a pour qui le Nutella la veille de course, c'est incroyable, et d'autres pour qui c'est pas recommandé. Donc voilà. Choisissez votre camp. Ouais. Ouais. Et sur certains, ça marche, donc c'est assez troublant. Du coup, les clés, et vraiment les choses à avoir en tête, c'est donc favoriser les apports par l'hydratation, donc principalement les glucides. Donc c'est quelque chose qui s'assimile beaucoup plus facilement par l'hydratation que de manière solide. Donc privilégier vraiment les apports par ce biais-là. Euh, pour des efforts allant jusqu'à 2 heures, on peut se permettre d'avoir jusqu'à 60 grammes de glucides par heure. Au-dessus de 2 heures d'effort, bah faut être minimum autour des 80 grammes de glucides. Donc les boissons du grand commerce, on va dire isotonique, on est plus aux alentours des 35, 40, 45 grammes de glucides pour un bidon de 550 millilitres. Voilà, sur certaines marques qui développent des produits plutôt destinés à la compétition, aux entraînements intenses. Là, je regardais, il y a certaines marques qui montent à 85, 90 grammes. Donc ouais, assez costaud. Après, en termes de barres et de gel, on va dire que des barres basiques, on est plus entre les 15 et 20 grammes de glucides par barre. Et sur des gels, on est à peu près entre 20 et là, je crois que j'avais vu 50 ou 55 là chez une marque. Donc un truc assez costaud. Et et voilà, et tester des fois plus, c'est pas forcément ce qui nous convient, mais vraiment se dire bah moi je sais qu'à 80, 90 je suis bien, bah faut que je sois à peu près à ce niveau-là si je veux arriver à maintenir mon effort dans le temps et pas avoir de problèmes digestifs. Donc là il y avait une stat qui était sortie chez Ironman qui disait que je crois que c'était 45 ou 50% des athlètes qui avaient eu un problème digestif durant la course sur longue distance. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose à optimiser. Hop.
Du coup, sur cette partie-là aussi, bah, essayer d'avoir un petit plan. Donc, par rapport à notre course, de se dire, bah, je vais privilégier plutôt la boisson et l'alimentation sur des parties en montée où je vais avoir un effort qui est moins important, où j'ai peut-être moins besoin de tenir mon guidon pour cette partie-là et où ça a moins d'impact. Il y a aussi l'optique de se dire que je dois rater absolument aucun ravitaillement parce que ce que je vais rater sur cette partie-là, bah, ça va avoir un impact 30, 40, 50 minutes plus tard. Et en fait, bah, dès que je vais rater quelque part une partie, bah, je le sais pas forcément sur le moment, mais derrière, je peux avoir des soucis là-dessus. Et puis aussi prendre le temps de se ravitailler. Donc sur la partie course à pied, des fois s'arrêter à 5-10 secondes pour avoir le temps de boire et de s'alimenter correctement, bah, c'est ce qui va nous permettre de durer dans le temps, plutôt que d'avoir cherché à gratter 10 secondes sur un ravitaillement et de perdre 1 heure plus tard. Et la petite astuce là-dessus, si vous ne le faites pas déjà, c'est que sur la plupart de vos montres et compteurs, vous pouvez programmer assez facilement une petite alarme pour chacune de vos activités qui va permettre juste de vous rappeler quand vous serez plus forcément lucide après 3, 4, 5, 10 heures de course, soit de boire, soit de manger. Et en fait, juste avoir ce petit stimuli qui permet de savoir quand boire ou manger, en fait, ça délaisse déjà un peu de charge mentale pendant la course. Et puis, au moins, on est sûr que on est sur des rails, qu'on va pas oublier, qu'on va pas passer plutôt à 15 minutes au lieu de 10, et que, en fait, on laisse beaucoup moins de place à l'aléatoire. Et ça, c'est une fonctionnalité toute simple qui se trouve sur toutes les montres et tous les compteurs, qui est assez facile à mettre en place et qui peut être bien utile si vous le faites pas actuellement. Ouais. Du coup, on passe à la dernière clé. Donc, c'était plutôt la partie mentale d'un effort longue distance. Donc, il y avait pour moi trois idées principales. C'était vraiment que bah, la préparation, c'est quelque chose qui va maximiser les chances de résultat. En revanche, on peut faire la meilleure préparation du monde et se planter le jour J parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues ou des choses qui se passent mal et c'est des choses qui peuvent arriver. On peut faire une préparation qui est complètement tronquée avec un athlète qui est blessé, même là j'ai eu 2 mois avant, pas possible de courir et au final en essayant de quand même faire les choses à peu près correctement, bah, on peut arriver à un très très bon résultat. Donc il n'y a pas forcément de lien entre les deux, malheureusement là-dessus. Euh, Pour moi aussi quelques clés personnelles, donc préférer une vision long terme, donc se dire mon objectif il est dans 3, 4, 5 mois. Je peux avoir des moments où je suis moins bien, puis après il y a des moments où ça va revenir et des moments où je suis moins bien et des moments où ça va revenir. C'est un peu l'histoire de la vie et l'histoire des efforts longue distance et de l'entraînement. Donc parfois pas trop se prendre la tête et relativiser par rapport à des séances qu'on peut rater. Et puis ça se trouve la semaine d'après ça va être la folie et tout va passer super bien. Donc voilà, le longue distance pour moi c'est aussi un petit peu le grand 8 des émotions. Donc ouais, on va vraiment avoir des moments où on est à l'euphorie, on va vouloir appuyer à fond et pas trop regarder ce qui se passe. Et puis à d'autres moments, on va être complètement dans le mur, on va se dire mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe et tout? Je me réinscrirai jamais sur cette course. Donc voilà, donc essayer de plutôt relativiser sur ce genre de choses. Euh, pour moi aussi sur cet aspect-là, c'est vivre des situations stressantes à l'entraînement. Euh, je sais pas, se dire je vais crever sur le bord de la route à l'entraînement, bah ouais en fait c'est un truc qui peut m'arriver aussi en compétition. Bah plutôt que de se dire de paniquer, de jeter son vélo partout, de courir partout, bah se dire bah j'ai déjà vécu cette situation à l'entraînement, bah je sais comment organiser mon matériel, je sais que j'ai ça pour réparer. Bah je prends le temps de faire les choses et voilà, et vivre le plus de petits scénarios auxquels on n'avait pas du tout pensé, parce que c'est ce qui va nous faire notre expérience et qui fait qu'on va avoir la capacité de répondre à plein de petits cas qui peuvent nous arriver sur ce genre de distance. Et puis aussi, un peu d'un point de vue philosophique, mais vraiment chercher le positif dans chaque situation. Donc même quand on est au pied du mur, bah, se dire en fait, je prends je prends le temps de faire les choses, je vais me réalimenter, je sais que dans un quart d'heure, 20 minutes, bah, ça va repartir.
c'est qu'un moment passager et puis je sais que ça va aller mieux par la suite. Ça, je crois que c'est un des retours qu'on a le plus souvent sur les gens qui démarrent en longue distance. C'est Ouais. aussi ce truc de se dire, en fait, je suis passé par des états qui sont totalement opposés. Mm. J'ai cru pendant une heure que j'allais exploser mon record perso. Une demi-heure après, j'étais au fond du seau parce que j'arrivais plus à avancer. Ouais. Et en fait, il y a ce vrai truc de constance, effectivement, sur longue distance et de résilience. C'est-à-dire que Mm. tout comme c'est un projet long terme à l'entraînement, c'est aussi une course longue le jour J. Et en fait, l'idée c'est d'être le plus à flot possible, jamais se laisser couler par un mauvais moment, et savoir aussi relativiser quand il y a des moments d'euphorie ou des trop bons moments, en profiter, mais pas prendre ça pour acquis. Mm. Très chouette. Bon, on a fait le tour de nos 6 points. Petit mot de conclusion pour terminer là-dessus, bah, qui lie Ouais. tout à fait à ce qu'on était en train d'avancer, c'est que c'est un travail de constance et de régularité. Ouais. Il y a pas de hasard, quoi. Enfin, c'est vraiment cette idée-là, c'est essayer de penser à pas mal de choses pour construire son aventure et que, ouais, si on débarque comme ça, un petit peu à l'arrache, qu'on n'a pas pensé à plein de trucs, bah, ouais, forcément, on se prépare à l'échec. Donc ouais, moi ça m'est déjà arrivé d'aller sur le 73 à Vichy, de voir des gens qui arrivaient avec un vélo crevé, une roue voilée la veille, qui se disaient bah non en fait tout va bien se passer. Bah non en fait, enfin quand on va sur une compétition comme ça, bah on se dit je vais faire un longue distance, bah faut que j'ai un vélo qui soit en état de fonctionnement parce que sinon je vais pas réussir à faire 90 km. Enfin pour moi c'est quelque chose qui me paraît logique. Essayer de maîtriser un maximum de facteurs pour réaliser notre objectif. Et la dernière partie, c'est essayer de concocter la bonne recette et ce qui fonctionne pour nous pour l'appliquer le jour J. Donc tous les entraînements qu'on va faire précédemment, bah, c'est pour fabriquer notre propre recette de crêpes au Nutella. Et du coup, je vais tester toutes mes recettes de crêpes au Nutella et le jour de la course, je sors la meilleure recette de ma crêpe. Et ça rejoint aussi le point par lequel on a introduit le moment qu'on a passé ensemble là, c'est qu'en fait, c'est une préparation longue, mais c'est aussi un projet long terme sur plusieurs années, sur plusieurs saisons. Clairement, il y a des choses que vous allez apprendre uniquement en compète. Et des compètes longue distance, on peut pas en faire 50 dans l'année. Donc avant d'avoir répété 10 fois la situation de course pour arriver à être optimal, il faut avoir fait à minima 3, 4 saisons. Donc ça, c'est un vrai enseignement du longue distance, c'est que c'est un jeu sur plusieurs années. Il faut pas griller les étapes, il faut y aller petit à petit. Et je pense que si on devait retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est que voilà, patience, résilience, et puis ça se construit brique par brique euh, tout au long de votre carrière sportive, aussi amatrice soit-elle. C'est un truc C'est ça pour tous les niveaux parce que quand on voit même certains professionnels, ils vont essayer des choses sur des compétitions. Il y a des compétitions ça va pas du tout marcher. Et puis le, le la compétition d'après, on le voit sur le podium. Enfin, je sais pas là, on peut voir à Nice par exemple Sam Laidlow qui gagne l'Ironman de Nice au mois de septembre et qui est champion du monde. Enfin, il a fait une saison très compliquée. Lucie Charles, c'est pareil, on l'a quasiment pas vu de l'année. Au final, elle arrive le jour J à trouver la bonne recette et le phénix qui renaît de ses cendres. Ouais, tout à fait. Euh, on est arrivé au terme de cette petite présentation. Juste avant que vous partiez, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va en prendre quelques-unes pour clôturer. On vous a gardé un petit peu plus longtemps que prévu, mais c'était pour la bonne cause. Je pense on avait pas mal de choses à se dire. Euh, N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, mettez-les. Si vous n'avez pas de questions, juste avant de partir, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez modifier. Et puis, petit teasing avant de prendre vos questions. Le prochain format aura lieu dans un mois et il sera à 99% sur le sujet de la prépa mentale. Donc, n'hésitez pas, on recevra probablement Laure
qui fait partie de l'équipe et qui est la référente sur cette partie prépa mentale. Donc, si ça vous intéresse, on se donne rendez-vous dans un mois. Si vous avez des questions ou des commentaires à nous faire, c'est dans le chat et puis on va prendre deux, trois questions si vous en avez. Ah, c'est bon, je crois que les Merci pour nuages sont suivre. partis de chez moi. Là, ma caméra refonctionne. C'est bon, il n'y a plus de pluie et tout. Parfait. Euh, Didier nous demandait tout à l'heure sur le sujet du drafting, comment se positionner. Il nous demandait est-ce qu'on se met juste derrière, est-ce qu'on se met juste dans les pieds. Je te laisse répondre, Max, sur Ouais, sur euh, sur ça. on se met où on peut, où il y a de la place. On prend le moins de coups possible. Dans les deux endroits privilégiés, c'est vraiment sur le côté, plutôt au niveau du bassin de la personne pour avoir le plus possible ses fesses dans la vague et essayer de profiter de l'aspiration ou derrière. Après, moi personnellement, je préfère être derrière parce que il va y avoir les battements de pied de la personne qui est devant et du coup à chaque fois que je vais avoir la tête dans l'eau, en fait, je m'oriente par rapport à ces battements de pied devant. Donc et par rapport à la taille des bulles qu'il va faire avec ses battements. Donc si je vois que les bulles sont petites, c'est que je suis loin. Si je vois que les bulles sont un petit peu plus grosses, c'est que je suis prêt. Et après, si je vois que c'est quelqu'un que j'aime pas, bah, je viens lui gratter les pieds toute la partie natation. Donc Donc voilà. c'est donc toi le triathlète qui gratte les pieds pendant les compètes. Ok, Ouais. ok, Puis ok, après on se aussi, demandait. bah, vérifier que la personne devant nous fait une bonne orientation parce que sinon on va le suivre pour aller jusque dans les roseaux et là c'est plus Ouais. compliqué. Donc voilà. C'est un peu. Euh, je regardais un peu les questions. Patrick nous disait, est-ce qu'on peut reprendre un plan où on l'a arrêté si on fait une course au milieu? Alors, j'imagine, Patrick, que ta course est une course de préparation qui vient dans ton objectif final. Si c'est le cas, c'est plutôt une bonne idée de mettre des étapes intermédiaires et d'aller répéter un peu sur des distances souvent plus courtes euh, ce que tu vas faire le jour J. Donc, ouais, c'est une bonne idée d'ajouter ça. Euh, Maxime nous demandait quand est-ce qu'étaient nos prochaines courses. Toi, Max, qu'est-ce que pour finir Ah, sur une moi, note un peu plus personnelle, t'as quoi de prévu cette année? alors moi, je fais exactement tout l'inverse de la présentation que je viens de vous faire, donc ne faites surtout pas ce que je fais. Non, je vais faire un petit peu de circuit en troisième division là, en duathlon et triathlon. Donc là, l'an dernier, on était sixième, septième sur la finale, à quelques points de la montée en deuxième division avec pas mal de petits jeunes. Donc maintenant, je fais un petit peu le capitaine de route de cette équipe. Et et à titre plutôt individuel, on va dire, essayer de prendre de l'expérience sur le format Ironman pour avoir exactement la démarche que je vous ai présentée. Donc, essayer le maximum de choses et comprendre comment ça fonctionne sur ce format-là pour réussir et espérer aller gratter une qualification pour Hawaï qui est devenue assez compliquée enfin, cette dernière année. Donc c'est un petit peu le projet et puis c'est de réfléchir par rapport à ça, ouais. Donc peut-être Nice, mais voilà, c'est en réflexion. Très bien. Moi, pour ma part, la réponse sera très courte. On se retrouvera sur le T24, le triathlon T24 extrême de l'île de Ré, début juin. Une épreuve dont on est partenaire. Et si vous ne connaissez pas le T24, je vous conseille d'aller faire un tour sur notre blog. Ouais. C'est une expérience assez folle. Un triathlon de 24 heures qui peut se faire solo ou en équipe, avec une ambiance assez unique. Je prendrai une dernière question pour terminer de Florent qui nous demande Tu vas en équipe ou en individuel? en équipe. En équipe. Comment ça, mais non. Je t'ai pas donné envie avec mon article sur le T24 individuel. Tu m'as donné envie, mais j'ai clairement pas les jambes pour faire 24 heures de triathlon. Je prends une dernière question de Florent. Quand on a une semaine avec moins de temps d'entraînement disponible, est-ce Ouais. qu'on essaye de compenser le temps perdu sur les semaines suivantes ou est-ce que ce n'est pas nécessaire?
Non, bah, je pense que c'est pas nécessaire parce qu'en fait, la problématique, en gros, c'est que d'avoir une période de désentraînement et de surcharge derrière, on va avoir un risque bah, justement de surcharge et de blessure. Donc en fait, il faut essayer d'être le plus constant possible. Et bah, ouais, une des principales erreurs, c'est de se dire bah je vais avoir 2 semaines de récupération dans l'année, par exemple. Et bah tout de suite, je vais reprendre à fond comme si je m'étais pas arrêté. En fait, non, le corps se désadapte assez vite. Donc ouais, une semaine, ça a pas tellement d'impact. Au-delà de 10-12 jours, pour moi, faut avoir une reprise progressive sur quelques jours au moins pour se remettre un peu en route. Donc c'est pareil pour les gens qui vont faire une semaine de ski, par exemple, bah ils vont skier toute la semaine et ils reviennent, bah ils peuvent avoir un état de fatigue sur les 2-3 premiers jours où ils vont revenir chez eux et du coup bah se dire bah je vais refaire 2-3 jours tranquillement pour reprendre et la semaine d'après on réattaque direct. Ok, très clair. Merci Max. Merci à tous pour votre présence, très chouette. Merci d'être là encore jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans un mois pour un sujet sur la prépa mentale. J'espère que ce format vous a plu. Moi, je vous dis à très vite. Et juste avant de partir, si vous avez encore 10 secondes, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous avez aimé ou moins aimé dans ce format, histoire qu'on continue à l'améliorer. Et on se retrouve très vite sur l'espace communauté. Bonne soirée à tous.